Et maintenant, un moment rare de la faune capturé par la caméra. Regardez cette vidéo d'un orque attaquant un grand requin blanc. Les scientifiques pensent que c'est la première fois qu'un seul orque a été enregistré en train de tuer l'un des prédateurs les plus redoutés de l'océan. C'est vraiment l'une des rencontres les plus incroyables que nous ayons jamais vues dans la nature. Des scientifiques observaient un groupe d'orques dans l'Arctique lorsqu'ils ont fait une découverte énorme. Il y avait quelque chose d'étrange à propos de ces orques. Ils étaient plus brutaux, violents et beaucoup plus grands. Il n'a pas fallu longtemps aux experts pour réaliser la vérité. Les orques sont des animaux très intelligents. Ils sont très puissants. Et dans certains cas, probablement même plus puissants qu'un grand requin blanc. Je pense que ce que nous voyons est probablement une anomalie. Nous pensons souvent que les grands requins blancs sont les principaux prédateurs de l'océan, alors qu'en réalité, ce sont les orques. C'était une espèce entièrement nouvelle. Leur apparence, comportement et même leur méthode de chasse étaient complètement différents. Et la partie étrange ? Cette nouvelle espèce a vécu juste sous notre nez pendant des centaines d'années et personne ne l'a remarqué. Ce que les experts ont appris de ces orques a bouleversé le monde scientifique. Les meilleurs experts se demandent maintenant, si cette nouvelle espèce a vécu si longtemps sans être détectée, combien d'autres existent? La réponse vous choquera profondément. Le prédateur suprême de la mer. Les orques sont les prédateurs suprêmes des mers, le type de prédateur qui peut dévorer les requins et tuer les baleines. En fait, leur habitude de cibler les baleines a valu aux orques leur célèbre nom, épaulard. Bien qu'étant l'une des espèces les plus étudiées sur Terre, les scientifiques ont peut-être mal étiqueté ces créatures tout ce temps. La raison derrière cela est leur apparence. Les orques se ressemblent tous, peu importe d'où ils viennent. Leur apparence a tendance à avoir très peu de différence. Et voici pourquoi c'est important. Vous voyez, les orques sont l'une des espèces les plus répandues dans les océans, habitant plusieurs grandes régions côtières, comme les mers tropicales, l'Arctique et les eaux antarctiques. Ils sont partout. Et parce qu'ils sont répandus sur toute la Terre, les scientifiques croyaient qu'ils étaient une espèce mondiale. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que toutes les orques trouvées dans les océans appartiennent à la même espèce nommée Orcinus orca, le seul membre restant du genre Orcinus qui est désormais éteint. Pendant très longtemps, cela a été leur seule classification. Un des derniers membres d'une famille qui s'éteignit il y a longtemps. Mais il s'avère que cette hypothèse était complètement fausse. Les experts avaient négligé des indicateurs importants qui pourraient déterminer une séparation des espèces. Des études récentes ont montré à quel point ils ont tout gâché. Après avoir surveillé différents groupes d'orques, les avoir observés de près, mené des expériences et enfin effectué un séquençage de l'ADN, le scientifique a découvert quelque chose de surprenant. Il y avait des différences subtiles, mais très importantes entre les groupes d'orques trouvés dans le monde entier. Leurs habitudes alimentaires, leur hiérarchie sociale et même leur utilisation de l'écolocation étaient différentes. Plus important encore, certains de ces groupes d'orques ne se sont pas mêlés ou accouplés entre eux depuis des centaines de milliers d'années. Lorsque les experts ont fait ces révélations, la vérité a lentement émergé. Ils s'étaient trompés. Tous les orques ne sont pas les mêmes. Il existe plusieurs espèces différentes d'orques uniques en leur genre. Mais ces différences pourraient-elles être suffisamment grandes pour les classer en tant qu'espèces différentes? La réponse réside dans les deux types de groupes les plus étudiés que nous avons découverts jusqu'à présent. Le résident et les transitoires. Jusqu'à présent, les experts ont découvert deux types distincts d'orques, qu'ils envisagent sérieusement de classer en différentes espèces. Ils sont appelés les résidents et les itinérants. Les résidents sont nommés ainsi en raison de leur habitude de vivre à proximité du rivage. En revanche, les itinérants sont considérés comme des vagabonds. Ils parcourent les parties plus profondes de la mer à la recherche de proies. Pendant longtemps, c'était la seule différence qu'ils pensaient exister entre les deux. Pourtant, des études récentes ont changé cette hypothèse. Les orques résidentes et transientes se ressemblent plus ou moins. Mais pour un œil averti, il est possible de faire la différence. Par exemple, les résidents sont un peu plus petits que leurs cousins transients. Non seulement cela, mais les nageoires dorsales des orques résidents sont courbées vers la queue. Les orques transients ont des nageoires dorsales pointues qui vont tout droit. Une autre différence majeure, bien que subtile, est une manière facile de différencier les deux. Les orques ont une tache blanche sur le dos appelée tache de sel. Elle est située juste sous la nageoire dorsale. Chez les orques résidents, cette tache est fermée à une extrémité. Cependant, chez les orques transitoires, l'extrémité supérieure est légèrement ouverte, montrant une rupture de noir dans le blanc. Mais ce ne sont pas les seuls indices. On peut aussi déterminer si une orque est résidente ou transitoire par la forme de sa tête et ses dents. Mais ce ne sont que des différences mineures. Ces différences ne suffisent pas pour que les deux soient classés comme des espèces différentes. Alors, pourquoi les experts envisagent-ils de changer leur classification? La réponse réside dans le comportement des deux groupes distincts d'orques étudiés.
Lorsqu'ils ont vu comment les résidents et les transitoires vivaient, comment ils se comportaient, comment ils chassaient, ils sont arrivés à une seule conclusion. Ils ne pouvaient pas être de la même espèce. Tout était différent chez eux à part leur apparence physique, y compris la façon dont ils interagissent les uns avec les autres. Lorsque vous regardez de près, les orques résidents et transitoires ne semblent même pas appartenir au même arbre généalogique. Ils sont complètement aux antipodes de l'échelle. Prenons par exemple comment ils chassent, les habitants du rivage. Les orques transientes et résidentes se sont spécialisés dans la chasse à différentes proies. Cela a conduit les deux espèces à développer une stratégie de chasse unique. Les résidentes ne mangent que du poisson, notamment du saumon. Ils dépendent tellement de cette source de nourriture que s'il n'y a pas de saumon à manger, ils mourront de faim. Il dévient rarement de leur régime strict, et ce régime a façonné comment les orques résidentes vivent. Le saumon dont ils dépendent vit près de la côte, donc les résidents ne s'éloignent pas trop dans l'océan. Après tout, le chasseur doit vivre là où est sa proie. Mais comment attrape-t-il les poissons? Eh bien, les corps des orques résidentes sont faits pour la chasse aux poissons. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les différences sont subtiles, mais importantes. Les résidentes sont moins corpulentes et plus petites comparées aux transitoires. Cela leur permet d'être agiles dans l'eau. Leur vitesse plus rapide signifie également qu'elles peuvent rattraper leur proie beaucoup plus rapidement. Leurs corps se sont adaptés à leur technique de chasse unique, mais ce n'est pas suffisant. Ils ont un autre outil à leur disposition, l'écolocalisation. Les orques résidents utilisent l'écolocation pour localiser un banc de poissons. Ils produisent un son de clic et écoutent le son lorsqu'ils rebondissent sur un objet. Grâce à cette méthode, ils peuvent déterminer la taille, la forme, la vitesse, la direction et la distance de la proie avec une grande précision. Une fois qu'une proie est localisée, la chasse commence. Le groupe de résidents se rapproche, dévorant des bancs entiers en quelques secondes. C'est une attaque des prédateurs de sommet, aspirant les poissons avant qu'ils n'aient le temps de réagir. La coordination est essentielle. Les résidents utilisent bien leur sonar biologique, même pendant la chasse. Ils utilisent des sons pour communiquer entre eux. Chaque membre connaît son rôle et ils travaillent ensemble pour chasser. Une seule erreur et toute la chasse peut échouer. Cette stratégie de chasse a été perfectionnée par les orques résidents. C'est l'une des choses qui les rend uniques, car les transients n'agissent ni ne chassent de cette manière. Les résidents sont sociables, bruyants et ont fait du poisson leur seule source de nourriture. Et ils ne changeront pas cela quoi qu'il arrive. Cela nous dit quelque chose. Ce ne sont pas des habitudes. Ils font partie de leur être. Ce n'est pas quelque chose de changeable. Plutôt quelque chose d'aussi fixe que leurs caractéristiques physiques. Cela seul devrait suffire à classer les résidents comme une espèce différente d'orques. Et ce n'est pas seulement eux non plus. Les transients sont pareils à leur manière. Les errants. Les orques transitoires sont parfois appelés les errants. Un nom approprié car ce type d'orque aime parcourir les océans. Ils restent rarement près des côtes, choisissant d'habiter les parties les plus éloignées des océans. Si les résidents sont une équipe, les transitoires sont des loups solitaires. La taille de leur groupe est généralement plus petite. La raison en est leur régime alimentaire. Alors que les résidents se nourrissent de poissons, les transients préfèrent les lions de mer, les phoques et les marsouins. Contrairement aux poissons, ces créatures sont bien plus intelligentes. Et pour chasser quelque chose d'intelligent, le chasseur doit être capable de le surpasser. Il doit être silencieux, rapide et bien plus puissant. La physionomie des orques transitoires reflète ces propriétés. Les orques transitoires ont plus de masse musculaire et ils sont plus longs. Tout cela pour pouvoir s'attaquer plus efficacement à leurs proies plus grandes. Alors que les orques résidents utilisent pleinement leur sonar pour attraper des poissons, les orques résidents restent complètement silencieux. Un bruit pourrait alerter la cible. Lorsque leur proie entend un bruit sonar, elle sait qu'elle doit fuir. Les transitoires traquent leur proie comme un lion, se rapprochant de plus en plus. Et une fois qu'ils sont assez proches, ils bondissent. Ils coincent la proie et quand le moment est venu, ils frappent, aussi rapide que l'éclair. C'est là que leur corps plus grand joue un rôle. Les orques tuent leur proie en la percutant avec leur tête et leur nageoire dorsale. Ils continuent de la frapper jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Les chasses sont brutales, sanglantes et, plus souvent qu'autrement, réussies. Les transitoires ne s'assemblent pas trop, agissant plutôt comme des chasseurs solitaires ou travaillant en très petits groupes. Comme ces caractéristiques le montrent, les transitoires sont très différents des résidents. En quoi sont-ils si différents? La réponse réside dans leur génétique, comme l'huile et l'eau. Au-delà des différences comportementales, alimentaires et sociales qui existent entre les orques transitoires et résidentes, il y a une chose qui les distingue, et c'est leur génétique. Le comportement peut être qualifié d'habitude. Le régime alimentaire peut être qualifié de préférence. Mais la génétique est la preuve irréfutable que personne ne peut ignorer. Lorsque des experts recherchaient la génétique des orques transitoires et résidentes, ils ont découvert quelque chose d'incroyable. Les deux types d'orques ne se sont pas croisés depuis des centaines de milliers d'années. Ils peuvent se rencontrer, mais ni les résidents ni les orques n'ont partagé d'ancêtres communs depuis longtemps.
Les estimations indiquent que les deux espèces ont divergé l'une de l'autre. Génétiquement, il y a environ 200 000 à 300 000 ans. Selon la science, c'est à peu près aussi ancien que l'émergence de l'Homo sapiens. Leurs données génétiques sont si différentes qu'il est possible de déterminer avec une précision de 100% si une orque est résidente ou transiente, non pas en observant son comportement, mais en vérifiant ses gènes. La séparation entre la principale population d'orques et ces deux espèces les a rendues non pas des sous-espèces ni des populations uniques, mais une espèce complètement différente. La science est là. Les choses deviennent encore plus claires quand on observe la vie sociale des orques résidentes et qu'on les compare avec les transients, familles uniques. Les orques sont des animaux sociaux. Elles aiment rester ensemble et chasser en groupe. Mais même à cet égard, les orques transientes et résidentes prennent des chemins différents. Les orques résidentes ont des groupes aussi grands que 20 membres avec une matriarche à la tête du groupe. La matriarche est la femelle la plus âgée et la plus expérimentée du groupe, et elle est responsable de la survie de tout le groupe. Comment? Eh bien, la matriarche est la mémoire du groupe. Elle connaît les meilleurs endroits pour trouver de la nourriture tout au long de l'année. Elle sait quelles parties des océans sont dangereuses et doivent être évitées. C'est grâce à ses connaissances et son expérience que le groupe survit. La dépendance à la matriarche est si extrême que si la matriarche d'un groupe meurt, tout le groupe peut s'effondrer. Les résidents ne comptent pas sur la force individuelle. Ils dépendent des connaissances générationnelles. Leur survie dépend du respect d'une hiérarchie. Cela se traduit par de grands groupes dirigés par une seule matriarche aguerrie. Rien de tout cela ne se retrouve dans un groupe d'épaulards transitoires. Les orques éphémères chassent des proies plus grandes, nécessitant de la furtivité. Donc, des groupes plus grands ne sont pas envisageables. Un groupe d'orques éphémères se compose généralement de 2 à 6 membres. Tout ce qui dépasse cela est considéré comme une vue rare. Les transitoires sont des loups solitaires. Ils ne dépendent pas des connaissances générationnelles pour survivre. C'est parce qu'ils n'en ont tout simplement pas besoin. Leur source de nourriture est abondante. Ils peuvent trouver un phoque ou un marsouin à tout moment de l'année, alors ils se promènent simplement et trouvent des proies là où ils peuvent. Il n'y a pas de schéma à mémoriser, pas de zone de pénurie alimentaire à éviter. Pour eux, c'est un buffet toute l'année de phoques, de marsouins et de lions de mer. Et pour chasser ces créatures intelligentes, un petit groupe est idéal. Moins de membres signifie moins de risques d'erreur et moins de bruit pendant la chasse. Les petits groupes qui se forment sont souvent constitués de mères élevant leurs enfants. La mère mène et les jeunes orques suivent. Ces groupes ne durent pas longtemps, cependant, car dès que les jeunes grandissent, ils partent pour former leur propre petit groupe. Pourquoi? Nous ne savions pas. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi les scientifiques n'ont pas découvert tout cela plus tôt. Pourquoi n'avons-nous pas réalisé que les épaulards n'étaient pas tous de la même espèce? Eh bien, c'est parce qu'à l'époque, nous n'avions pas la technologie et les informations provenant des innombrables études sur les orques que nous avons aujourd'hui. Mais même avec des connaissances limitées, il y avait un homme dans les années 1800 qui a réalisé que quelque chose n'allait pas avec la classification des orques. La première personne à réaliser qu'il n'y a pas une, mais 2 espèces d'orques était un capitaine de baleiniers appelé Charles Scamon. Il a remarqué les subtiles différences physiques ainsi que les distinctions comportementales entre les 2 espèces. Malheureusement, à l'époque, son travail n'a pas été pris aussi au sérieux qu'il aurait dû l'être. Avec le temps, notre compréhension de la vie marine a considérablement augmenté. Nous en savons maintenant plus sur le comportement de divers groupes d'orques qu'avant. Cependant, nous avons encore un problème avec notre façon de voir les espèces. La taxonomie s'appuie fortement sur les propriétés physiques pour caractériser un animal comme une espèce distincte. Dans le cas des orques, cette méthode a ses limites. Après tout, les caractéristiques physiques des transients et des résidents sont très similaires. Cependant, la taxonomie a une autre façon de déterminer si un animal appartient à une espèce distincte. Si 2 groupes d'animaux peuvent s'accoupler et produire une descendance viable, ils sont considérés comme faisant partie de la même espèce. Et s'ils ne le peuvent pas, ils sont des espèces distinctes. Quand il s'agit des orques résidentes et transitoires, cette question devient le point focal. Malheureusement, il est très difficile de déterminer la réponse. Il est possible que les orques transitoires et résidentes puissent s'accoupler. Le truc, c'est qu'ils ne le font jamais. Bien que les 2 espèces habitent généralement des parties séparées de l'océan, il y a parfois un peu de chevauchement. Dans ces cas, les 2 côtés s'évitent complètement. Aucune interaction, encore moins une chance de se mélanger. Si un groupe de transitoires s'approche trop près, les orques résidents les attaquent et les chassent. Si les transitoires entendent les sons que font les orques résidents, ils s'enfuient à toute vitesse. D'après ce qu'on voit, les résidents et les transitoires refusent de s'accoupler ensemble par choix. Peu importe s'ils peuvent produire une progéniture viable ou non. Ils se sont tenus éloignés l'un de l'autre pendant des centaines de milliers d'années. Cela en fait-il des espèces séparées? La réponse est débattue. La rupture génétique montre clairement que ni les résidents ni les orques transitoires ne se reproduisent ensemble, donc ils devraient être classés comme espèces distinctes. Pendant ce temps,
Cette affaire a été soumise aux autorités compétentes en 2024. Cependant, le verdict n'est toujours pas rendu, et ce retard pourrait coûter cher aux populations d'orques. Au bord du désastre, les experts doivent se dépêcher avec les classifications des orques, car retarder cette décision pourrait très bien signifier que les orques résidents disparaîtront. Pourquoi? Parce que leur source de nourriture se raréfie. Vous voyez, les orques résidents mangent du saumon de Chinook. C'est leur seule source de nourriture. Récemment, une autre espèce a commencé à chasser le saumon Chinook. Cet intrus a été extrêmement efficace, réduisant à grande vitesse la population de saumon dans certaines régions. Je parle évidemment des humains. Pour les orques résidents vivant dans ces régions, c'est une nouvelle grave. Leur population a déjà subi un coup dur. Selon certains experts, le manque de conservation a entraîné une baisse de la population d'épaulards résidant du sud à seulement 74 baleines au total. Ils sont sur le point de disparaître dans la région. Aux yeux des autorités, cependant, ce problème n'existe pas. C'est parce que la population d'épaulards transitoires augmente. Leur nourriture est abondante et ils ne font face à aucune menace. Théoriquement, les épaulards sont une seule espèce. Il n'y a pas de distinction réelle entre les résidents et les épaulards transitoires. Aux yeux des autorités, la population se porte bien. En réalité, cependant, ce sont seulement les orques transitoires qui prospèrent. Les orques résidents disparaissent dans plusieurs régions. En raison de cette négligence, les efforts de conservation n'ont pas été aussi forts qu'ils pourraient l'être. Et pour changer cela, les orques résidents doivent être classés comme une espèce distincte. Chaque jour qui passe sans que cette classification ne soit clarifiée signifie que la fin approche pour la population d'orques résidentes du Sud. Pourtant, dans le monde scientifique, ces changements prennent beaucoup de temps. La question est en discussion depuis 2024. Cela fait 1 an et aucune annonce officielle n'a été faite. Et il ne s'agit pas seulement de la population résidente et transitoire, car il s'avère qu'il existe beaucoup plus d'espèces d'orques que nous venons juste de découvrir. Y en a-t-il d'autres? Vous serez surpris de savoir combien d'espèces d'orques il y a. Selon les experts, il y en a au moins 3 de plus, et plusieurs à découvrir. L'un des plus intéressants est l'orque de Type D. Ces orques ont été rarement aperçus, mais on pense qu'ils habitent les eaux subantarctiques. Ils sont considérés comme hautement croisés, avec des têtes bulbeuses et de courtes nageoires dorsales. Dans les eaux glacées, ces orques survivent en mangeant des légines australes. Les différences entre d'autres espèces d'orques et celles-ci sont tellement frappantes qu'elles sont susceptibles d'être parmi les premières à être classées comme une espèce différente dès que nous aurons plus de données sur elles. Mais elles ne sont pas les seules. Les orques au large ont une histoire similaire. Observés nageant très loin de la côte, les orques au large se sont spécialisés dans la chasse aux poissons en banc. Cependant, des preuves suggèrent qu'ils s'en prennent aussi aux mammifères. Ce qui distingue les offshore, ce sont leurs grands nombres par groupe. Ils se rassemblent en groupes allant de 20 à 75. Il y a eu des occasions où des groupes aussi grands que 200 ont été aperçus. De tels grands groupes sont vraiment rares chez les autres espèces d'orques. La taille des orques offshore est également plus petite, ce qui facilite leur identification. Plus d'études sont menées pour comprendre les habitudes des orques offshore. Actuellement, nous savons très peu de choses sur la manière dont ils chassent leurs proies et survivent en groupe. Maintenant, bien que le type D et les orques offshore soient en lice pour être classés comme une espèce distincte, cela ne signifie pas qu'il n'y en a pas plus qui se cachent dans les profondeurs des océans. Un nouveau type d'orque a été identifié récemment. Ils n'ont même pas encore de nom. Ce que nous savons, c'est que ces épaulards attaquent les cachalots, les chassant en groupe et dévorant leur proie rapidement et efficacement. Nous savons aussi que ces épaulards ont souvent beaucoup de cicatrices de requins cookie-cutter, ce qui signifie que les deux prédateurs marins se battent assez souvent. Ils sont une sous-espèce fascinante qui détient on ne sait combien de secrets en eux. Les experts surveillent de près ce nouveau type d'épaulards, donc bientôt nous pouvons espérer en savoir beaucoup plus sur eux. Le destin des orques. Les scientifiques réalisent maintenant qu'une espèce n'est pas seulement définie par des caractéristiques physiques. Le comportement et la culture jouent également un rôle important, comme c'est le cas pour les orques. Mais pourquoi ne progressons-nous pas avec la classification? Pourquoi, même après 1 an, ne caractérisons-nous pas ces créatures merveilleuses comme des espèces distinctes? La réponse réside dans le fait que nous manquons encore de connaissances. Nous ne savons pas grand-chose sur les différents types d'orques que nous avons rencontrés. Nous ignorons leur comportement, leur méthode de chasse ou leur hiérarchie sociale. Pour certains, nous n'avons même pas de nom ou d'images appropriées. Et en raison de ce manque de connaissances, les officiels hésitent à caractériser ces espèces avec confiance. Il y a beaucoup trop d'inconnus. Alors ils ont fait la meilleure chose possible. En attendant que d'autres études soient menées, les résidents et les orques de passage ont été reconnus comme une sous-espèce. Quant aux autres types, comme les offshores et le type D, ils devront attendre. Les experts ne peuvent pas assigner un groupe comme une espèce distincte aussi facilement, car une fois qu'ils le font, cela déclenchera une réaction en chaîne.
Le fait est que cette nouvelle découverte de l'espèce d'orque a ouvert nos yeux. Nous savons maintenant que toutes les espèces n'ont pas des différences qui sont juste cosmétiques ou physiques. Elles peuvent être comportementales et culturelles, réaffirmées par des centaines d'années de séparation de leurs ancêtres et cousins. Et maintenant, chaque étape doit être prise avec précaution. Nous pourrions être à l'aube de grandes découvertes, non sous la forme de nouveaux animaux découverts sur une île lointaine. Au lieu de cela, en identifiant et en reconnaissant les différentes espèces parmi les créatures que nous connaissons, qui sait combien d'animaux ont déjà été mal classés? Ces nouvelles découvertes se cachent juste sous notre nez. Et notre expérience avec les orques transitoires et résidentes nous a permis de voir tout cela pour ce que c'est, une révolution taxonomique, un passage des différences physiques aux différences plus subtiles. Et qui sait ce qui pourrait en découler? Allons-nous trouver de nouvelles espèces partout? Ou cette révolution restera-t-elle limitée aux orques? Surtout, quand les données seront-elles suffisantes pour que les experts reconsidèrent le cas des orques transiens et résidents pour leur donner leur véritable identité en tant qu'espèce distincte? Faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires en bas. J'aimerais les lire toutes. Et pendant que vous y êtes, assurez-vous d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine, au revoir et restez curieux.